Bonjour à tous, nous avions parlé la dernière fois de la sélection naturelle avec une vidéo qui était intitulée Une tromperie darwinienne et on avait écouté les arguments de l'Institut pour la recherche sur la création sur le sujet. C'est un sujet très intéressant, très important et très surprenant parce que les créationnistes, dans leur ensemble, enseignent la sélection naturelle dans le modèle biblique, indiquant par exemple que des chiens ont investi une région froide et que, par exemple, les chiens à poils longs ont survécu et les chiens à poils courts n'ont pas survécu, et donc que la sélection naturelle a sélectionné les chiens à poils longs. Et c'est une perspective qui est intégrée au modèle biblique par beaucoup de créationnistes qui indiquent que la sélection naturelle permet une évolution descendante, c'est-à-dire une perte de complexité, une perte de gènes quand un animal est, entre guillemets, sélectionné, et qu'il n'est pas possible d'ajouter des nouveaux gènes, d'ajouter des informations génétiques, et donc l'évolution ascendante, comme le nécessiterait la théorie darwinienne, n'est pas possible. Mais le fait de parler de sélection naturelle, le fait d'entrer sur ce terrain de jeu, est peut-être un piège pour les créationnistes parce que nous concédons, admettons une partie de la théorie. Et il est difficile aujourd'hui de penser en dehors de la sélection naturelle, en dehors de ce paradigme-là, même pour les créationnistes. Et c'est récemment que j'ai découvert le modèle Continuous Environmental Tracking de ICR, l'Institut pour la recherche sur la création. Donc c'est le tracking continu de l'environnement. Et à mon avis, la meilleure manière d'argumenter ce modèle-là et d'argumenter que la sélection naturelle est un concept erroné, probablement de A à Z, et qu'il ne devrait pas être intégré dans aucun modèle biblique, c'est peut-être la comparaison avec la voiture autonome de Google, ou les voitures autonomes en général, parce que l'idée que l'environnement sélectionne des créatures est une idée étrange, est une idée mystique, et nous avons, dans la vidéo précédente, étudié beaucoup de citations de la part de scientifiques évolutionnistes, de la part de penseurs évolutionnistes, qui eux-mêmes remettent en question ce concept de la sélection naturelle. Parce que la sélection implique un choix, implique une préférence, implique une conscience. Or, la nature est inconsciente et elle ne peut pas sélectionner. Et on a vu que les définitions sur la sélection naturelle sont très nombreuses et qu'il n'y a aucun consensus chez les évolutionnistes. C'est un concept qui fait débat. Et donc je vous renvoie vraiment à la vidéo précédente parce qu'il y avait beaucoup de citations de la part des évolutionnistes. C'est peut-être l'une des meilleures manières de montrer qu'il y a un problème avec ce concept. Mais on peut également parler de cette analogie dont il avait été fait mention également dans l'épisode précédent, la sélection naturelle et une tromperie darwinienne partie 1. Quand on regarde une voiture autonome, elle est capable de rouler sur la route, elle est capable de s'arrêter lorsqu'il y a un feu de signalisation, elle est capable d'éviter les autres véhicules, elle a toutes sortes de capteurs, toutes sortes de caméras qui lui permettent de sonder l'environnement et de s'adapter à l'environnement, de faire des choix qui lui permettent d'éviter un accident, par exemple. Ce qui fait que la créature est capable d'évoluer dans son environnement, c'est parce qu'elle a toute une logique interne, elle a des matériaux, des équipements, et elle a une programmation interne, la programmation informatique, qui fait elle doit faire telle ou telle action dans telle ou telle situation. Et ce n'est pas la route, ce ne sont pas les bâtiments, ce ne sont pas les obstacles et les objets sur la route qui vont adapter la voiture. Ce qui a fait que la voiture est adaptée à un environnement, c'est qu'il y a eu de l'ingénierie intégrée dans cette voiture-là au préalable. L'environnement même ne produit aucun changement sur la voiture. Et c'est un peu la même chose, ou voire exactement la même chose, avec les animaux, avec les organismes de manière générale. Il y a une programmation interne, plus complexe que ce qu'il y a dans une voiture autonome. Il y a une programmation interne,
Et c'est cette programmation interne qui fait qu'une créature est capable de s'adapter. Et toute l'origine génétique des organismes n'a pas été créée par l'environnement. Parce que dans le modèle darwinien, c'est en quelque sorte la sélection naturelle qui remplace Dieu. Mais la nature en elle-même n'a pas de pouvoir créatif. Elle ne peut pas sélectionner, choisir, elle ne peut pas faire naître des caractéristiques génétiques. Et quand nous avons des poissons qui parviennent à se diriger, quand nous avons des animaux qui parviennent à se diriger eux-mêmes, c'est un peu comme une voiture autonome. C'est la programmation interne qui leur permet de faire ça. Et lorsque nous mettons la sélection naturelle de côté, eh bien, nous découvrons que les créatures sont des entités qui cherchent à résoudre des problèmes et qui ont une programmation interne. Cela glorifie le Seigneur, le Créateur, Jésus-Christ, et nous retirons à la sélection naturelle son rôle présupposé qui produirait en quelque sorte les créatures. C'est la perspective externaliste de Darwin, c'est-à-dire qu'il y aurait une pression sélective qui va créer des changements chez les créatures, alors que les changements qu'on observe au sein des créatures sont dus au couteau suisse génétique que Dieu a mis en place dans chaque créature et qui leur permet de s'adapter à l'environnement. Comme Dieu avait demandé dans Genèse 1 aux créatures de peupler la terre entière, eh bien, il est évident que dans cette perspective, Dieu a équipé ces créatures comme un couteau suisse pour que les chiens à poils courts puissent vivre dans des endroits chauds et qu'ils puissent vivre dans les endroits très froids. En ce qui concerne les chiens à poils longs, pour avoir un exemple parlant. Donc c'est important de revenir à une perspective internaliste en comprenant que les changements des créatures sont provoqués en interne par la programmation génétique et non pas par l'environnement. Et nous allons aujourd'hui continuer d'étudier des citations d'évolutionnistes parce que ce sont bien ces citations-là qui nous révèlent la problématique ou les problématiques de cette théorie de l'évolution qui ne fonctionne pas. On a par exemple une citation de Jerry Fodor, un athée, qui disait « La morale de tout cela est donc que la vision darwiniste classique de l'évolution comme étant principalement motivée par la sélection naturelle est en difficulté sur des bases à la fois conceptuelles et empiriques. » Donc ici on a quelque chose de révélateur, on a des problèmes sur le plan conceptuel, on ne sait pas comment ça peut fonctionner conceptuellement et empiriquement. Personne ne voit comment ça fonctionne. Darwin était trop environnementaliste, il semble avoir été séduit par une analogie avec l'élevage sélectif, la sélection naturelle, intervenant à la place de l'éleveur. Mais cette analogie est manifestement erronée, l'élevage sélectif est effectué uniquement par des créatures dotées d'un esprit et la sélection naturelle n'en a pas. La possibilité alternative à celle de Darwin est que la direction du changement phénotypique est très largement déterminée par des variables endogènes. C'est ce que je disais à l'instant, les changements sont provoqués en interne. On avait parlé d'externalisme et que Darwin avait basculé de l'internalisme à l'externalisme en expliquant que les caractéristiques des créatures, si bien conçues, sont dues à une conception apparente et que c'est l'environnement qui a fait cette conception accidentellement. Jerry Fodor dit que ce n'est pas ce que nous voyons et que l'alternative est ce qu'il appelle des variables endogènes, c'est-à-dire l'internalisme, et le mot endogène signifie simplement à l'intérieur de l'organisme. La littérature actuelle suggère que les modifications dans le timing des processus de développement génétiquement contrôlés sont souvent endogènes. C'est donc à l'intérieur de l'organisme. Nous avons également une déclaration de William Dembski, un éminent défenseur du design intelligent, qui dit ceci. En bref, la biologie évolutionniste a besoin d'un substitut pour coordonner les changements accidentels que la transmission héréditaire transmet d'une génération à l'autre, et il n'y a qu'un seul candidat naturaliste sur la table, à savoir la sélection naturelle. En effet, ce n'est pas un hasard si le mot sélection, dans le mot intelligence, ou étymologiquement apparenté, le lect dans sélection a la même racine que le lig dans intelligence.
Tous deux dérivent de la même racine indo-européenne signifiant rassembler et donc choisir. La renommée de Darwin était d'affirmer que les forces naturelles, dépourvues de toute finalité ou de toute prévision des possibilités futures, ont également le pouvoir de choisir via la sélection naturelle. En attribuant le pouvoir de choisir à des forces naturelles inintelligentes, Darwin a perpétué la plus grande escroquerie intellectuelle de l'histoire des idées. La nature n'a pas le pouvoir de choisir. Nous avons aussi le généticien et théoricien de l'évolution Richard Levantine de Harvard, qui avait observé quelque chose de similaire. Il a déclaré « Darwin, de manière très explicite, a tiré cette compréhension de la force motivante qui sous-tend l'évolution de l'action des sélectionneurs de plantes et d'animaux qui choisissent consciemment des variantes d'individus dotés de propriétés souhaitables pour les reproduire pour les générations futures. Mais bien sûr, quoi que puisse être la nature, ce n'est pas une créature sensible qui est intelligente et dotée d'une volonté, et toute tentative de comprendre le fonctionnement réel des processus évolutifs doit être libérée de son bagage métaphorique. Et nous avons un autre défenseur du design intelligent qui était en fait agnostique, et les preuves l'ont en quelque sorte convaincu. Il s'appelle Neil Thomas, il est linguiste à l'université de Durham, il est maintenant professeur à la retraite. Il a souligné que Darwin, malgré les objections de Wallace et d'autres collègues qui lui ont fait remarquer qu'il n'y avait tout simplement aucune comparaison entre ce que les éleveurs d'animaux faisaient en utilisant l'ingéniosité humaine et la façon dont la nature sans conscience elle-même agissait, a affirmé une analogie entre les méthodes de reproduction artificielle des animaux par des personnes telles que les éleveurs de pigeons et la sélection effectuée par la nature elle-même. Et ce qui est intéressant, c'est que Alfred Russel Wallace, à qui l'on attribue en quelque sorte la co-découverte avec Charles Darwin, lui avait dit d'abandonner ce terme de sélection, de le laisser tomber. Mais Darwin n'a pas pu le laisser tomber parce qu'il servait un objectif très important dans sa théorie. Le but de Darwin était de remplacer Dieu par la nature afin que la création que Dieu a faite puisse être appelée nature, et si nous utilisons le mot nature, nous nous éloignons du mot création qui nous rappelle qu'il faut un créateur. Il ne veut donc pas utiliser le mot création, il va utiliser le mot nature. Il veut que la nature s'invente elle-même, et le problème est que pour que cela se produise, la nature doit avoir la capacité de penser, la capacité de prendre des mesures qui mettent en œuvre une décision, et quand l'on réfléchit à cela, lorsqu'on fait un choix, lorsqu'on prend une décision, on démontre certaines valeurs. Certaines peuvent ne pas être un système de valeurs vraiment compliqué, mais il faut avoir des préférences, que ce choix particulier est meilleur que ce choix là-bas, pour une raison quelconque, et alors comment la nature, qui n'a pas de personnalité, qui n'est pas une personne, peut-elle avoir une préférence pour ce genre d'animal plutôt qu'un autre type d'animal, ou pour tel serpent ou tel oiseau? Pourquoi la nature aurait-elle une préférence pour faire un choix en faveur ou en défaveur ou pour donner un privilège? Tous ces termes anthropomorphes, ils trahissent le fait que vous ne pouvez pas faire appel à quelque chose qui n'a pas de personnalité pour entreprendre des actions personnelles, agir et faire des actions qui impliquent de réfléchir, d'avoir une préférence, de faire un choix et ensuite de mettre ce choix en action. Darwin ne dit pas la nature a la capacité de choisir, la nature fait ses sélections parce que la nature a ses valeurs intégrées et elle est capable de décider. Il ne dit jamais cela. Il dit que la nature agit comme un éleveur, il dit simplement c'est un éleveur, c'est comme un éleveur, et donc il y a ce changement de perspective. Et ce que font ces scientifiques que j'ai cités, ils soulèvent le tapis et remarquent que la nature ne fait pas ces choses littéralement. La nature n'a pas la capacité de penser ou de décider, et il s'avère que cette analogie de l'éleveur est vide. Parce que comme nous l'avons lu, les éleveurs humains ont des capacités particulières, ils peuvent exercer un pouvoir. Ces messieurs indiquent que l'analogie n'est pas légitime. Ce n'est pas les créationnistes qui le disent, les créationnistes sont toutefois d'accord avec eux. La sélection naturelle est un substitut au créateur, et nous devons nous rappeler qu'il est préférable de se référer à la création plutôt qu'à la nature.
Passons à une prochaine question. Est-ce que quelqu'un est sûr de ce que signifie la sélection naturelle? Eh bien, nous rencontrons des gens qui sont absolument sûrs de ce qu'est la sélection naturelle, on leur parle, et ils nous disent avec fermeté que ça veut dire ceci ou cela, ou qu'elle a toujours désigné ceci ou toujours voulu dire cela. C'est telle définition, et quand nous entendons les gens parler comme ça, eh bien, nous comprenons que nous ne pouvons pas vraiment avoir un débat parce qu'il n'y a pas de place pour la discussion, il n'y a pas de place pour l'interaction. Mais nous allons parcourir quelques définitions, et il s'avère que tous ceux qui sont fermes sur une définition précise, eh bien, comment puissent-ils être sûrs que leur définition est correcte? Parce que les évolutionnistes disent des choses différentes à ce sujet, et ils ont différentes définitions. Et nous allons les parcourir. La première citation que nous pouvons lire est celle de Michael Hodge. Une question assez générale n'a toujours pas reçu de traitement canonique. Quel genre de chose est la sélection naturelle? S'agit-il d'une loi, d'un principe, d'une force, d'une cause, d'un agent ou de toute ou partie de ces choses? L'idée selon laquelle la sélection naturelle est une loi a été contredite par la vue selon laquelle il s'agit d'un principe, alors que cette conclusion a été à son tour contredite par l'insistance sur le fait qu'il ne s'agit d'aucun des deux. Stephen Jay Gould poursuit en disant « En bref, l'article d'Emerson nous donne un aperçu involontaire du manque de définition déroutant dont a toujours souffert la sélection naturelle, même au moment de sa plus grande influence explicite. » John Norris a dit « Adaptation, sélection naturelle et fitness sont la trinité de termes qui forment le cœur du cadre explicatif de la biologie évolutionniste moderne. Cependant, contrairement aux termes fondamentaux tels que l'énergie, la masse ou la vitesse, ces termes n'ont actuellement aucune signification généralement acceptée, ni empirique ni théorique. C'est évidemment un problème, ce n'est en aucun cas un nouveau. Jerry Fodor avait encore dit « L'inquiétude actuelle est que l'explication de la sélection naturelle, par le recours à l'élevage sélectif, est sérieusement trompeuse. » Et un Darwin complètement induit en erreur, quelle est alors l'interprétation voulue quand on parle de sélection naturelle? La question est grande ouverte au moment où nous écrivons ces lignes. Et nous notons ici que la question est grande ouverte, contrairement à certaines conversations que nous pouvons avoir avec des évolutionnistes qui sont très fermes sur le sujet. Quand nous regardons la littérature, les évolutionnistes les plus renseignés disent que nous ne savons pas comment la décrire, la question est grande ouverte. Doolittle a dit en 2015 « Les biologistes en exercice pourraient être surpris qu'il y ait encore un débat sur ce qu'est réellement une force, un principe ou un processus de sélection naturelle, sur le type d'entité qu'elle pourrait agir et sur la signification de fitness ou adéquation. Nous invoquons volontiers ces concepts, mais souvent, nous ne pouvons pas les expliquer. » Charles Spence, philosophe et historien de la biologie, a écrit ceci. « Comment devrions-nous définir la sélection naturelle et la dérive génétique? Doivent-ils être considérés comme des processus agissant sur les populations ou sur les résultats au niveau de la population ou sur les identités statistiques s'il s'agit de processus? S'agit-il de processus causaux, de forces newtoniennes ou autre chose ?» Encore une citation de Michael Hodge. « Pour comprendre l'histoire du terme sélection naturelle, nous devons nous demander pourquoi les gens, à commencer par Darwin lui-même, se sont sentis capables de saisir et d'utiliser le concept de manière adéquate en l'absence d'une analyse définitionnelle cohérente et faisant autorité du terme. » Et donc, lorsque nous avons une conversation avec nos collègues évolutionnistes à ce sujet, il faut que nous nous rappelions que, certes, il y a des définitions, et ces messieurs nous donneront leurs définitions, mais le sujet n'est pas tellement de dire qu'il n'y a pas de définition, parce qu'il y a des définitions au pluriel, il y a des centaines de définitions, mais là où je veux en venir, c'est que quand je dis qu'il n'y a pas de définition, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de définition conventionnelle qui mette tout le monde d'accord. C'est donc un conflit constant. Il y a quelque chose de louche avec la sélection naturelle, on peut l'utiliser comme cause et comme effet en une phrase, on peut l'utiliser comme une baguette magique pour expliquer quoi que ce soit. Et il est intéressant de noter que ces citations sont d'évolutionnistes.
ce sont des gens qui ont réfléchi longuement et durement au sujet. Ce ne sont pas des gens qui en parlent à l'occasion un dimanche. Et on constate alors que ce ne sont pas uniquement les personnes lambda, les amateurs, qui ont des difficultés avec ce concept. Eh bien, ce sont les professionnels de l'évolution eux-mêmes qui, dans des fois des éclairs d'honnêteté, de pragmatisme, eh bien, reconnaissent qu'il y a un problème, alors que ce sont des gens qui ont réfléchi attentivement et longuement à ces concepts et qui sont déstabilisés quand ils essaient de le définir. C'est pourquoi beaucoup de gens sont confus, beaucoup de gens adoptent ce concept qu'est la sélection naturelle et vont jusqu'à l'incorporer au modèle biblique. Si les professionnels et les experts en la matière sont confus, que dire des personnes lambda? Doolittle et Ingpen ont dit en 2018 « De nombreux biologistes praticiens acceptent que rien dans leur discipline n'a de sens, sauf à la lumière de l'évolution. » Mais ce qu'est réellement la sélection naturelle, une force ou un résultat statistique par exemple, et les niveaux de la hiérarchie biologique que sont les gènes, les organismes, les espèces ou même les écosystèmes, sur lesquels elle opère directement, font encore l'objet de vives controverses parmi les philosophes et les biologistes. Richard Dawkins avait dit « Un gène est défini comme toute partie du matériel chromosomique qui dure potentiellement suffisamment de générations pour servir d'unité de sélection naturelle. » Dawkins prétend donc que le gène est l'unité de la sélection naturelle. Nous avons un autre professeur d'Oxford, Dennis Noble, qui insiste « Nous devons déplacer notre attention du gène comme unité de sélection vers celle de l'organisme dans son ensemble. » Un autre spécialiste, Scott Gilbert, avait dit « Cela peut permettre à la sélection naturelle de favoriser les équipes plutôt que des individus particuliers et peut également privilégier les relations en tant qu'unité de sélection. » Jerry Cohen a dit « Et les adaptations augmentent toujours la forme physique de l'individu, pas nécessairement du groupe ou de l'espèce. L'idée selon laquelle la sélection naturelle agit pour le bien de l'espèce, bien que courante, est erronée. » Et cette citation dernière est particulièrement intéressante, parce que nous entendons des créationnistes dire que Dieu a utilisé la sélection naturelle pour le bien de l'espèce, pour protéger la pureté génétique du troupeau, mais voici que Jerry Cohen dit que ce n'est pas le cas. Un autre évolutionniste, Ernst Mayr de Harvard, dit « Cependant, outre l'individu, un groupe peut également être la cible d'une sélection s'il s'agit d'un groupe social et que la coopération au sein de ce groupe favorise sa survie. Enfin, les gamètes, les cellules sexuelles, sont aussi directement exposées à la sélection, et différents gamètes produits par le même individu peuvent différer dans leur capacité à féconder. » Et les nouvelles sont mauvaises pour Richard Dawkins, car il y a peu de temps, quelques messieurs qui essayaient de promouvoir une autre unité de sélection ont déclaré « Il y a 40 ans, le livre de Richard Dawkins, The Selfish Gene, a popularisé l'idée selon laquelle le gène, plutôt que l'individu, était la véritable unité de l'évolution. Depuis lors, cette vision a dominé la génétique évolutionniste, mais dans la Société des gènes, les biologistes Itai Yanei et Martin Lurcher affirment qu'il est temps de remplacer la métaphore égoïste des gènes par une nouvelle qui se concentre sur les relations. Ainsi, la liste s'allonge. La nature sélectionne les relations, des groupes, des gènes, des individus, des superorganismes, des gamètes, des ovules, des spermatozoïdes. Certaines de ces choses, ou toutes ces choses, tous ceux qui réfléchissent à cette histoire ont leur propre idée de ce que la nature sélectionne. Et il y a plus encore, Doolittle et Ingpen disent qu'il existe une nouvelle façon de conceptualiser l'évolution par la sélection naturelle qui permet au processus ainsi qu'aux choses d'être des unités de sélection. Le biologiste évolutionniste Arthur Lander de l'Université de Californie Irving intervient avec désinvolture. Nous acceptons que les objectifs d'ingénierie, comme la robustesse et pas seulement les phénotypes, soient l'objet de la sélection naturelle. La nature pourrait donc sélectionner des objectifs d'ingénierie. Nous constatons que les évolutionnistes sont vraiment perdus. La nature sélectionne toutes sortes de choses différentes, et cela nous fait nous demander si elle sélectionne au moins une chose. Mais après avoir légitimement défini le problème, Emerson se lance alors dans une affirmation presque rhapsodique et tout simplement illogique selon laquelle presque tout ce qui a des limites définissables peut être reconnu comme une unité de sélection naturelle. La sélection naturelle opère à chaque niveau d'intégration, depuis le gène et les caractères polygéniques complexes au sein de l'individu, à l'individu dans son ensemble et à divers niveaux de systèmes de population intraspécifiques,
et de systèmes et écosystèmes communautaires, interspécifiques et interadaptés. Et Gould dit « Ils n'ont jamais compris toute la logique et les implications du problème et ils ont varié sans discernement vers le haut et vers le bas des niveaux potentiels sans saisir les problèmes théoriques qu'impliquaient de telles excursions. » Il y a donc un problème à dire que la sélection naturelle est un processus réel observable. Le problème est que cela n'a pas de sens parce que les ingénieurs créent de véritables processus observables tout le temps. Nous les voyons sur les chaînes de montage, nous les voyons partout où nous allons et en particulier si c'est un processus où quelqu'un sélectionne quelque chose. Nous pouvons voir les choses sélectionnées, nous pouvons voir, on regarde, on voit un véritable processus observable. Ce qui remet en question l'affirmation que la sélection naturelle est un véritable processus observable, c'est le fait que personne ne peut l'observer. Personne ne peut déterminer ce qui est sélectionné. L'un dit qu'il voit ce qui se passe, c'est dans les gènes, et un autre dit non, ce n'est pas possible, c'est ailleurs, je vois par exemple que c'est chez l'individu, et non, ensuite, c'est une autre image qui ressort, parce que tout le monde voit des choses différentes. C'est une baguette magique qui est censée fonctionner partout. Et cela montre vraiment que la sélection naturelle est censée être un substitut à Dieu. Le concept est de tout expliquer. Nous voyons ici les efforts qui sont déployés pour éloigner Dieu de notre vision du monde. Car c'est là que cela mène. Et on va simplement inventer des définitions incohérentes et prétendre que la nature peut faire ce que les éleveurs peuvent faire, et même si elle ne peut pas, et on ne sait pas sur quoi cela peut fonctionner, après avoir regardé ces citations, nous pouvons nous demander si cela fonctionne sur quoi que ce soit. Regardons maintenant ce qui se dit sur la pression sélective. Qu'est-ce que la pression sélective? La définition de la pression sélective est une force évolutive qui fait qu'un phénotype particulier, ce qui signifie simplement un trait physique, est plus favorable dans certaines conditions environnementales. Les pressions sélectives sont considérées comme des forces qui conduisent l'évolution par la sélection naturelle. Certains phénotypes sont plus favorables que d'autres en fonction des conditions extérieures. Ernst Mayr dit « Dans les discussions évolutionnistes, il est souvent affirmé que la pression de sélection a abouti au succès ou à l'élimination de certaines caractéristiques. Les évolutionnistes ont utilisé ici la terminologie des sciences physiques. Bien entendu, cela signifie simplement qu'un manque constant de succès de certains phénotypes et leur élimination de la population entraîne les changements observés dans une population. Il faut se rappeler que l'utilisation de mots comme force ou pression est strictement métaphorique et qu'il n'y a pas de force ou de pression liée à la sélection, comme c'est le cas dans les discussions en sciences physiques. Robert Reid, qui était à l'université de Victoria, en Colombie-Britannique, qui n'aimait pas le mysticisme promu par ces mots, a critiqué spécifiquement le concept ou le vocabulaire de pression de sélection en disant « Le darwinisme fait de la sélection naturelle une force qui génère activement l'adaptation en mettant considérablement l'accent sur la créativité de la pression de sélection. Elle infeste les écrits même des néo-darwinistes les plus réfléchis. La pression de sélection se voit désormais attribuer un sens métaphoriquement créatif par les biologistes modernes qui devraient se flageller sous la pression de sélection. La logique floue est un élément nécessaire des expériences de pensée provisoire, mais elle ne devrait pas continuer à être utilisée de manière aussi vague jusqu'à la maturité d'une théorie. Et lisons la dernière citation de notre vidéo pour conclure. Robert Reid résume en quelque sorte toutes ses pensées. En effet, le langage du néo-darwinisme est si négligé que les mots plan divin peuvent être substitués aux mots pression de sélection dans n'importe quel ouvrage populaire de la littérature biologique, sans la moindre perturbation dans le flux logique de l'argumentation. Et ceci est révélateur. Nous pouvons remplacer l'expression plan divin par pression sélective. Et mis à part le fait que cela mettrait un dieu dans la scène, cela remplirait la même fonction parce que quand nous lisons cette phrase, elle ressort vraiment comme juste de la magie, vous savez, comme si nous invoquions de la magie, parce que dans tous ces articles, ce sont principalement des articles de biologie, ils parlent des caractéristiques des créatures, ils parlent des traits, et pourquoi cette créature a-t-elle ce trait? C'est en raison des pressions sélectives et la chose est simplement indéfinie. C'est comme une baguette magique. Quelle pression et sur quoi agit-elle? Et nous venons de lire la citation où il est dit que la pression sélective n'est qu'une métaphore. Il n'y a pas de pression réelle. Eh bien, comment obtenons-nous le trait physique chez une créature physique réelle si ce n'est qu'une métaphore? La pression sélective a-t-elle une définition cohérente? La réponse est non.
Cela signifie une chose dans une phrase et autre chose dans la phrase suivante. Et nous pouvons échanger créateur divin ou plan divin avec la pression sélective si cela nous convient et cela remplirait le même rôle. Dieu a été remplacé par la nature. C'était là l'objectif de Darwin, expliquer le design sans designer. Il n'a pas admis que c'était son objectif, mais rétrospectivement, nous ne pouvons que le constater. Et nous devons être humbles en tant que créationnistes pour reconnaître que nous avons commis cette erreur d'intégrer la sélection naturelle, un concept étranger, non biblique, à la Bible. Et lorsque nous réalisons cela, c'est un peu comme si des écailles se détachent de nos yeux et nous comprenons les choses beaucoup plus clairement. Cela nous libère pour analyser ce qui se passe réellement avec les ajustements des caractéristiques des créatures, ce qui s'est réellement produit dans le passé, à propos de comment les créatures sont arrivées et comment leurs caractéristiques particulières s'expliquent. Cela ouvre vraiment la voie au Seigneur Jésus en tant que créateur. Il revendique la responsabilité dans ses Écritures d'avoir créé toutes ces créatures, et cela nous permet de dire que chaque attribut de ces créatures, il doit en obtenir le mérite. Et la nature ne mérite pas ce crédit. Quand nous commençons à accorder du crédit à la nature, comme si la nature et les processus naturels faisaient ces choses, alors nous ignorons toute la confusion qui existe dans la littérature sur ce que fait ou ne fait pas la sélection naturelle. Nous ignorons simplement ces controverses, et nous avons, avec ce modèle d'ingénierie qui ressort de la Bible, une porte ouverte à une compréhension plus claire de ce qu'est le Seigneur Jésus, du crédit qu'il mérite, et du fait qu'il ait créé les créatures, les plantes, les animaux et l'homme. La sélection naturelle est une déformation compliquée de la raison pour laquelle la création existe. Comment elle est arrivée là, comment elle fonctionne. Et cela nous demande beaucoup de travail pour nous en rendre compte. Et ce qui est intéressant avec les citations que nous avons lues aujourd'hui, c'est qu'il s'agit d'aveux d'opposants. Une expression juridique qui est utilisée dans une salle d'audience, c'est une chose que votre adversaire admet et qui prouve votre cas. C'est une preuve très solide que les théoriciens de l'évolution font face à un dilemme. Ils sont dans une situation très confuse et ils essaient d'en sortir, mais ils veulent conserver cette expression sélection naturelle. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à lire l'article sur le modèle alternatif à la sélection naturelle, qui est un modèle qui existait avant, on va dire, Darwin, même s'il est aujourd'hui reformulé de manière un peu plus technique, qui est le modèle CET, Continuous Environmental Tracking, le tracking continu de l'environnement. Les créatures sont équipées de capteurs, ils ont toute une programmation interne qui leur permet de détecter des choses dans l'environnement, comme une voiture autonome va détecter des choses dans son environnement, et les créatures peuvent alors s'adapter à l'environnement. Mais cela provient de l'intérieur des créatures et non pas d'une pression extérieure de l'environnement.